Bonjour à tous, voici la deuxième partie du cours du chapitre C5 sur le sens d'évolution spontanée d'un système chimique. Et sur cette partie-là, nous allons particulièrement parler des piles pour essayer de comprendre les différentes notions. Et nous allons tout d'abord parler du transfert spontané d'électrons qui va s'exercer notamment dans les piles. Alors lorsqu'on a deux espèces de couples oxydant-réducteurs, qui sont en présence l'une avec l'autre, eh bien il y aura forcément un transfert spontané d'électrons entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Ça, je vous ramène à ce que vous avez vu en classe de première avec les couples d'oxydoréduction. Alors, ce transfert d'électrons peut se faire de façon directe entre les réactifs s'ils sont en contact l'un avec l'autre, c'est-à-dire que si on a mis en commun, mis en contact d'un oxydant d'un couple avec le réducteur d'un autre couple, par exemple dans un même bécher. Donc là, effectivement, s'il y a contact entre les deux, le transfert va se faire directement. Mais on peut faire en sorte que les électrons passent par un circuit extérieur si les réactifs, donc justement, ne sont pas en contact. Et c'est ce que l'on fait dans le cas d'une pile. Alors une pile, je vous rappelle, c'est un générateur électrique qui va convertir de l'énergie chimique, puisqu'il y a une réaction chimique qui va se faire, en énergie électrique, puisque cela va créer un déplacement d'électrons. Alors tout d'abord, parlons de la constitution d'une pile. Pour faire une pile, il nous faut deux demi-piles. Chaque demi-pile va contenir l'oxydant et le réducteur d'un même couple. Or, rappelez-vous, il ne peut pas y avoir transfert d'électrons entre l'oxydant et le réducteur d'un même couple. Pour ce faire, il faut qu'il y ait la présence d'un autre couple. Donc là, c'est juste mise en commun dans un bécher par exemple, de l'oxydant et du réducteur d'un couple précis. Donc là, il ne se passe rien en tant que tel. Par exemple, ici, vous voyez dans ce bécher à gauche, eh bien, vous avez une solution contenant des ions Cu2+, et un métal, cuivre, une lame de cuivre, et donc on a le couple Cu2+, Cu. Bon, juste comme ça, il ne se passe rien. Si je mets juste ce bécher-là avec cette lame de cuivre dans une solution, il ne va rien se passer. Mais par contre, j'ai la présence des deux éléments dans ce qu'on appelle ici une demi-pile. Dans cette deuxième demi-pile, donc dans ce deuxième bécher, vous avez là encore une lame de zinc et la présence d'ion zinc. Donc on a les deux éléments d'un autre couple, Zn2+, Zn. Tant qu'on ne place pas ce pont salin, puis on ne relie pas par l'intermédiaire de fils électriques ces deux lames, il ne se passe absolument rien. On a juste les deux demi-piles, mais la pile ne débite pas. Donc les deux demi-piles, pour que cela fonctionne, doivent être reliées par ce que l'on appelle un pont salin. C'est une paroi poreuse ou simplement un bout de papier que l'on va tremper dans une solution électrolytique. Alors une solution électrolytique, c'est une solution qui contient des ions. On verra un petit peu plus tard à quoi sert ce pont salin. Mais enfin, sans ce pont salin, il n'y a pas de pile. Et donc soit on met un pont salin comme ceci, soit on met un vase poreux. Voilà. En fait, le pont salin doit permettre le déplacement des ions. Voilà, tout simplement. Donc un vase poreux, par exemple, ça marche de la même façon. Alors, parlons de la constitution d'une pile avec les deux demi-piles. Une demi-pile, donc, va être le plus souvent constituée d'un métal, que je vais appeler M, qui va plonger dans une solution contenant les ions de ce même métal. Donc j'ai mis Mn+. Bon, après, ce chiffre petit n peut être un 1, un 2, un 3, etc. Là, par exemple, c'est 2. 2+. Ici aussi, c'est 2+. Mais ça peut être Fe3+, par exemple. Et la lame métallique, ici, va constituer l'électrode. Alors attention, parfois, on peut très bien avoir le couple oxydant-réducteur qui soit uniquement sous forme d'ion. Donc là, il va falloir y placer une électrode, un bout de métal, mais qui est inerte, qui va juste servir de collecteur d'électrons, comme par exemple du platine
ou du carbone qui va servir uniquement à pouvoir faire en sorte que les électrons s'y déplacent mais ne participent pas au couple. La solution que l'on place dans chacune des demi-piles s'appelle une solution électrolytique, ça veut simplement dire qu'elle contient des ions. Alors le pont salin, on en reparle, à quoi sert-il ? Eh bien, tout d'abord, il contient un électrolyte, des ions, et il sert à fermer le circuit, mais aussi à assurer l'électroneutralité des solutions dans chaque demi-pile, puisqu'on va s'apercevoir qu'il va y avoir dans une des deux demi-piles disparition d'ions. Donc le pont salin va permettre aux ions ici de se déplacer pour assurer l'électroneutralité dans les deux demi-piles, puisqu'à un moment donné, il va y avoir apparition d'ions et l'autre de l'autre côté, disparition d'ions. Voilà, donc cela sert à assurer l'électroneutralité des solutions. Alors, faisons ce petit exercice. On vous demande si les systèmes suivants peuvent correspondre à des demi-piles. Et il faut justifier. On peut le faire à l'oral. Essayez tout d'abord d'y réfléchir, mettez sur pause, et puis on corrige juste après. Allez, faisons la correction. Donc ici, on a dans ce bécher une plaque de cuivre qui plonge dans une solution contenant des ions cuivre. Donc effectivement, je vous rappelle qu'une demi-pile est composée toujours d'un couple oxydant-réducteur d'un même couple. Et si le réducteur n'est pas un élément métallique d'une électrode, en ce cas-là, on y place une électrode inerte comme du platine ou du carbone graphite, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc prenons maintenant ce premier cas. Alors, on a dit que puisqu'il y a les deux éléments Cu2+ et Cu, donc qui constituent là l'oxydant et le réducteur d'un même couple, eh bien, effectivement, on a ici ce qu'on appelle une demi-pile. Donc là, on a bien une demi-pile. Dans cette deuxième situation, vous avez un mélange de deux solutions contenant des ions Fe2+ et des ions Fe3+. Là encore, nous avons la présence d'un oxydant et d'un réducteur d'un même couple. Et on a le platine ici qui va servir de rôle d'électrode, c'est-à-dire qui va permettre la circulation des électrons, puisque c'est un métal. Et donc, on a bien ici une demi-pile qui est confectionnée. Troisième situation, on a du CH3CO2H et du CH3CO2- avec un fil de platine. Dans ce troisième système, le couple CH3CO2H et CH3CO2- n'est pas un couple d'oxydoréduction, mais un couple acide-base. Donc là, ce n'est pas un système qui correspond à une demi-pile. On fait l'exercice numéro 12. Parmi les schémas ci-dessous, on vous demande d'indiquer celui ou ceux qui correspondent à une pile argent-nickel constituée des couples Ag+Ag et Ni2+Ni. Allez, vous mettez sur pause et on corrige juste après. Alors, on corrige. Donc, ici, est-ce qu'on a bien les demi-piles Ag+Ag et Ni2+Ni? Donc, dans ce bécher, on a Ag et Ni2+. Ce ne sont pas des éléments d'un même couple. Et là, non plus. Donc, ce bécher ne constitue pas une demi-pile et celui-ci non plus. Donc, ceci n'est pas une pile. Dans cette situation maintenant, donc on a bien ici ce bécher qui contient l'oxydant et le réducteur d'un même couple, ici le nickel. Donc on a bien ici la présence du couple Ni2+Ni. Ici, de la même façon, on a bien la présence du couple Ag+Ag qui correspond au couple d'un même élément, à savoir l'argent. Donc on a bien ici une demi-pile. Le problème, c'est que pour avoir une pile, il faut qu'il y ait un pont salin entre les deux. Or là, il n'y a pas, donc ceci n'est pas une pile. On a deux demi-piles, mais qui ne sont pas reliées entre elles, donc ce n'est pas une pile. Et enfin, dernière situation, on retrouve bien les deux demi-piles de tout à l'heure, mais cette fois-ci avec le plomb salin. Donc là, effectivement, nous avons bien une pile. Si on relie maintenant cette électrode et celle-ci à un élément comme une petite lampe ou quelque chose,
eh bien, les électrons vont pouvoir circuler et donc il va y avoir un courant qui va se créer. Donc c'est bien une pile. Alors, grâce à cette animation ici, nous allons pouvoir voir ce qui se passe au niveau des deux demi-piles d'un point de vue microscopique pour essayer de comprendre les réactions qui se produisent au niveau des deux demi-piles. Alors, nous avons ici un voltmètre et puis ici une DEL. Alors cette DEL, elle va pouvoir s'éclairer si on a un courant qui la traverse. Alors dans cette demi-pile ici, je vais choisir bien un métal et je vais y choisir du cuivre. Puis je vais y mettre une solution contenant donc des ions cuivre bien sûr. Dans l'autre demi-pile, je vais choisir un autre métal qui ici sera du zinc et contenant des ions zinc pour avoir le couple oxydant-réducteur. J'allume et donc je lis une valeur positive ici de la tension et je visualise la circulation d'électrons qui se fait par l'intermédiaire donc de ces plaques, ici passant par la diode. Alors, qu'est-ce qui se passe ici au niveau moléculaire? Vous voyez, on a des ions Cu2+ qui sont attirés par les électrons qui arrivent, alors que ici, au contraire, j'ai les électrons qui repartent et du coup, l'atome de zinc eh bien, se modifie pour devenir Zn2+, et avec échappement d'électrons. Alors, essayons maintenant de comprendre le fonctionnement d'une demi-pile et l'écriture des équations. Donc je reprends la même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire une plaque de zinc qui baigne dans une solution de Zn2+, une plaque de cuivre qui baigne dans une solution contenant des ions Cu2+, un pont salin dans lequel il y a des ions chlorure Cl- et potassium K+. Et lorsque cette pile fonctionne, c'est-à-dire lorsqu'on relie ces deux bornes ici, eh bien, il y a circulation d'électrons qui partent du zinc pour aller vers le cuivre. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau donc de la plaque de zinc? Eh bien, on a cette demi-équation qui se fait, c'est-à-dire que eh bien, l'atome de zinc ici se modifie pour former l'ion Zn2+ qui part en solution et donc éjection de deux électrons qui vont passer par ici. Donc, au niveau du mouvement des électrons dans le circuit électrique, à l'électrode de zinc, on a donc cette équation qui s'écrit. Alors, on peut l'écrire puisque c'est une demi-équation avec une double flèche. Donc, vous voyez que cette réaction va fournir des électrons au système. Avec le zinc, qui est le réactif, qui va se transformer en ion Zn2+. Puisque dans un couple oxydant-réducteur, on part du réducteur pour donner l'oxydant, on dit que cette réaction est une oxydation. Et l'oxydation se fait toujours au niveau de l'anode. Donc pour savoir de quelle électrode ici il s'agit, s'il s'agit de l'anode ou de la cathode, puisqu'il y a toujours deux électrodes, une qui s'appelle anode, l'autre qui s'appelle cathode, eh bien il faut savoir que l'oxydation se fera toujours à l'anode. Petit moyen mémotechnique, oxydation anode, on parle d'oxydation anodique, on a ici deux voyelles. À présent, que se passe-t-il au niveau de l'électrode de cuivre? Eh bien, au niveau de l'électrode de cuivre, contrairement à l'électrode de zinc, eh bien là, cette fois-ci, ces électrons qui arrivent au niveau de l'électrode de cuivre sont captés par les ions Ci2+ environnants et donc ils se réduisent en formant un atome de cuivre solide. Donc là, cette fois-ci, on a cette demi-équation qui se fait. La réaction donc capte les électrons, les Cu2+ captent les deux électrons pour former donc l'atome de cuivre. Donc on a cette transformation-là, l'oxydant donne le réducteur, ça veut dire qu'on a une réduction qui se fait, et la réduction se fait toujours au niveau de la cathode. Là encore, moyen mémotechnique,
on parle de réduction cathodique. Réduction et cathode commencent tous les deux par une consonne. Donc c'est un moyen mémotechnique pour se rappeler où se place la cathode et l'anode. Donc ici, du coup, la plaque de cuivre, c'est la cathode. Donc, je résume. Voici les deux demi-équations qui se créent, avec l'oxydation qui se produit à l'anode et la réduction à la cathode. Donc ici, le cuivre, c'est la cathode et le zinc, c'est l'anode. Lorsque l'on relie maintenant la pile à un circuit électrique fermé, eh bien, du coup, les électrons vont circuler du zinc vers le cuivre. Pourquoi? Parce que le courant arrive toujours à l'anode. Là, pour essayer de bien comprendre, dès que vous avez précisé qui est l'anode, qui est la cathode, sachez que le courant arrive toujours à l'anode. Attention, je ne parle pas des électrons, je parle du courant. Or, le courant, vous savez qu'il va dans un sens et les électrons vont dans l'autre sens. Donc ici, là, dans la demi-pile au cuivre, les ions Cu2+ disparaissent et la neutralité électrique de la solution par l'arrivée des ions K+, qui vont remplacer les ions Cu2+ en provenance du pont salin. Donc ici, les électrons Cu2+ disparaissent, donc il y a le mouvement des ions K+, qui vont arriver par là pour faire en sorte qu'il y a toujours autant de charges positives que de charges négatives dans la solution. Au contraire, dans la demi-pile de zinc, donc dans cette demi-pile, les ions Zn2+ apparaissent et la neutralité électrique de la solution sera assurée par l'arrivée des ions chlorure en provenance du pont salin. Alors, pour résumer, si on regarde ce qui se passe dans le pont salin, eh bien, on a les ions chlorure qui partent vers la gauche, ainsi que les ions sulfate, et tous les ions positifs vont dans l'autre sens. Donc, ici, c'est assez simple. Tout ce qui est négatif va utiliser le même sens, donc qui est le sens ici. Donc là, dans tout ce qui est métal, ce sont les électrons, les petites boules vertes là. Voilà, ici, jusque là. Attention, dans une solution, il ne peut pas y avoir des électrons. Par contre, tout ce qui sera ion négatif vont prendre cette direction-là dans le pont salin, donc notamment les ions chlorure qui vont plutôt venir par ici. Et puis inversement, eh bien, tout ce qui sera positif, sens du courant inclus, et tous les ions donc positifs vont aller dans l'autre sens. Donc puisque les électrons circulent du pôle moins vers le pôle plus, ben, vous savez que le courant part du pôle plus vers le pôle moins. Et dans ce qui concerne les solutions, eh bien, les charges positives, ici dans cette demi-pile, vont être attirées par cette entrée du pont salin, donc les K+, notamment, et ainsi que un petit peu les Zn2+ aussi, hein, ils vont rentrer, les ions Zn2+ dans le pont salin. Les K+, donc, vont arriver ici, et les ions Cu2+ sont attirés par cette plaque, puisque là, j'ai les électrons qui arrivent, et c'est là que la transformation va se faire. C'est-à-dire que dès qu'un ion Cu2+ va rentrer en contact avec la plaque, il va capturer 2 électrons pour fabriquer donc l'atome de cuivre. Voilà, donc si on devait représenter une pile, voici ce que l'on pourrait représenter. Donc ici, la plaque de cuivre avec les ions Cu2+, SO4-, la plaque de zinc avec les ions SO4-, Zn2+. On a vu que la plaque de cuivre constituait la borne positive de la plaque. Pourquoi? Parce que les électrons y arrivent, donc ça veut dire que le courant en ressort, ici. Donc tout ce qui est positif va aller dans ce sens-là. Donc tous les ions positifs vont aller comme ceci. Vous voyez, K+ va se diriger vers la gauche. Et tout ce qui est négatif va aller dans l'autre sens. Donc les électrons dans tout ce qui est métallique ici. Et puis dans les solutions, eh bien, tous les ions négatifs, donc ici par exemple les ions sulfate, vont rentrer dans ce pont salin. Les ions chlorure vont passer par là aussi et être attirés donc
par cette plaque. Voici ce qui se passe d'un point de vue microscopique au niveau des plaques, pour la plaque de zinc et pour la plaque de cuivre. Donc ici, les ions Cu2+ sont attirés par les deux électrons pour former le Cu, alors qu'ici, un atome de zinc va libérer deux électrons et donc des ions Zn2+ qui vont partir en solution. Donc la plaque de zinc, elle se détruit et la plaque de cuivre, au contraire, elle grossit, elle s'épaissit. Alors, parlons maintenant des constantes d'équilibre et essayons de prévoir le critère d'évolution spontanée pour une pile. Alors, pour une pile, que j'ai écrite ici pour son équation, on a toujours un cas extrêmement important, vous voyez, en 10 puissance 37. Donc déjà, la réaction est totale. Donc inutile ici de me mettre une double flèche, ce sera toujours une flèche pleine. Et avec une pile neuve, en général, les concentrations initiales des ions présents, donc ici Cu2+ et Zn2+, sont souvent égales. Et donc, si j'exprime QRI, donc ces concentrations en Zn2+, attention, tout ce qui est solide, vous vous rappelez, ça n'intervient pas, ça a pour valeur 1. À l'état initial, on n'oublie pas, divisé donc par la concentration en ion Cu2+, comme ces deux concentrations, je vous ai dit, elles sont en général égales, et bien on trouve une valeur de 1, ce qui est vraiment très très inférieur à K. Donc ici, le sens d'évolution se fera toujours dans le sens direct. Donc on a ces réactifs qui vont donner ces produits. Alors, tant que la pile fonctionne, c'est que le système n'est pas à l'équilibre. Donc, le système est hors équilibre. Donc, au cours de son fonctionnement, la pile sera un système hors équilibre. Et tant qu'elle est hors équilibre, eh bien, elle cherche à se rapprocher de la valeur de K, et donc, la réaction se produit. Lorsqu'au contraire, la pile est usée, qu'elle ne fonctionne plus, eh bien, c'est qu'elle a atteint son état d'équilibre. Et donc, à ce moment-là, il ne peut plus y avoir mouvement d'électrons. La pile est usée. Alors, cette pile, combien de temps on va pouvoir l'utiliser? Qu'est-ce que la capacité d'une pile? Alors pour cela, j'ai besoin de la notion de l'intensité qui par définition est le courant délivré, enfin la charge délivrée pendant un certain temps. Q ici s'exprime en coulomb, delta T en secondes et le courant c'est en ampères. Q donc c'est la quantité d'électricité qui va être transférée et cette électricité c'est dû au mouvement des ions. C'est dû au mouvement des électrons. Or, quelle est la quantité d'électrons qui a été transférée? C'est grand N. Ce grand N, c'est le nombre d'électrons qui va être déplacé, multiplié par la charge d'un électron, j'ai bien la quantité d'électricité qui a été transférée en coulomb. Et pour trouver grand N, eh bien, c'est tout simplement le nombre de moles d'électrons multiplié par Na. Ou si vous voulez, le nombre de moles d'électrons, c'est grand N, le nombre d'électrons total qui s'est déplacé, divisé par la constante d'Avogadro. Du coup, on va parler de la capacité électrique de la pile, et c'est ceci que je veux que vous appreniez par cœur. C'est donc le nombre de moles d'électrons, attention, c'est un nombre de moles d'électrons, multiplié par la constante d'Avogadro, donc ça forme le nombre total d'électrons qui s'est déplacé, multiplié par la charge élémentaire, ici E, eh bien ça constitue la charge totale d'électricité transférée en coulomb. Et je prends E comme étant la valeur absolue de la charge élémentaire qui se trouve être la valeur aussi de la charge d'un électron en valeur absolue. Alors, si je reprends l'équation de la réaction et que je fais son tableau d'avancement, attention, ici j'ai rajouté une colonne. Ce n'est pas du tout pour des électrons qui sont situés
dans la partie des réactifs ou des produits, puisque ce sont des électrons qui ont été transférés. Voilà comment ça peut s'écrire. Avec ici, par exemple, j'aurais pu prendre l'autre demi-équation, à savoir Zn donne Zn de plus 2 électrons. Bref, il y a 2 électrons qui sont transférés pour chaque ion Cu de plus qui disparaît. Alors, à l'état final, la transformation étant totale, je vais parler de Xmax plutôt que de Xf, mais de toute façon, ces valeurs sont égales. Et puis, le nombre de moles d'électrons maximum qui aura été débité, eh bien, ce sera 2Xmax ici par rapport à ce qui est indiqué ici. Et donc, la capacité maximale de la pile, je vous rappelle ça, c'est ce que vous devez connaître par cœur, eh bien, ça va pouvoir s'écrire. Je remplace donc n, le nombre d'électrons maximum qui aura été déplacé, donc c'est 2Xmax, multiplié par Na fois petit e. Une petite remarque importante, la quantité de matière maximale d'électrons, donc le nombre de moles d'électrons maximum qui se seront déplacés, se déterminera toujours par rapport à la quantité du réactif limitant. Donc on reprendra la demi-équation pour nous permettre de trouver la relation entre le nombre de moles d'électrons et le nombre de moles du réactif limitant, par exemple ici Cu2+. Q peut aussi s'exprimer en ampères-heure, sachant que 1 ampère-heure est égal à 3600 coulombs. En général, cette conversion vous est donnée. Allez, on va essayer de faire cet exercice. Alors, on vous dit qu'on a une pile qui est réalisée en associant une plaque de nickel d'une masse de 25 grammes qui plonge dans 50 ml d'une solution de sulfate de nickel telle que la concentration en ion nickel vaut 1,1 mol par litre. Et puis une autre demi-pile, une plaque d'argent qui plonge dans 50 ml d'une solution de nitrate d'argent. Et on a égalité des concentrations initiales. Lors du fonctionnement de la pile, les ions argent sont réduits. Et on vous demande d'écrire l'équation de la réaction de fonctionnement de la pile. Alors, je vais vous laisser réfléchir. Cependant, petit conseil, toujours faire un petit schéma de la pile avec les 2 demi-piles. Ça va vous aider pour la suite. Allez, je vous laisse réfléchir et je vous reprends pour la correction. Donc, comme je vous l'ai dit, première chose à faire, c'est de schématiser la pile avec ces 2 demi-piles. Donc ici, je l'ai schématisé avec donc, la plaque d'argent qui plonge dans une solution d'argent et la plaque de nickel qui plonge dans la solution de nickel. On a donc ces 2 demi-piles que j'ai nommées 1 et 2. Mais maintenant, la question est, eh bien, est-ce que le courant va se passer lorsque je vais bien sûr relier ces deux demi-piles, eh bien, est-ce que le courant va partir de l'argent pour aller vers le nickel ou est-ce que c'est le contraire? Parce que selon le sens du courant, je n'ai pas du tout la même équation. Alors on a ici quelque chose qui va nous permettre de répondre à cette question, c'est que les ions argent sont réduits. S'ils sont réduits, ça veut dire que c'est cette réaction qui va se faire. On a les ions argent qui vont devenir argent. Donc du coup, dans l'autre demi-pile, eh bien, ça va être l'autre sens. Donc là, on sait qu'il va y avoir une réduction et ici une oxydation. Or, rappelez-vous, la réduction se fait à la cathode, l'oxydation se fait à l'anode et le courant arrive toujours à l'anode. En utilisant tout ça, vous allez maintenant pouvoir écrire l'équation. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour la demi-pile 1, on a les ions argent qui se réduisent en argent, donc on a une réduction, ça se passe à la cathode. Donc on écrit la demi-équation sous cette forme-là. On écrit donc du coup l'oxydation qui se passe à l'anode avec l'autre couple, excusez-moi, c'est-à-dire Ni donne Ni de plus, on équilibre ici, et on a Ni donne Ni de plus 2 électrons. Attention, pour pouvoir faire la somme membre à membre
pour écrire le bilan, il faut qu'il y ait la même quantité d'électrons qui va être éjectée que captée. Donc il va falloir multiplier ici toute cette équation par 2. Du coup, voici comment s'écrit le bilan. Deuxième question, déterminer la capacité électrique de la pile. Ah, j'ai oublié de dire, c'est pas demandé, mais autant le faire. Puisque le courant arrive à l'anode et que la demi-pile ici, 2, c'est l'anode, donc ça veut dire qu'ici le nickel c'est l'anode. Donc si le courant arrive à l'anode, ça veut dire que le courant part de l'Ag pour arriver au nickel. Donc ici, c'est la borne plus, puisque vous savez que le courant part toujours de la borne plus. Donc l'argent constitue la borne plus de la pile et le nickel la borne moins. Revenons à la deuxième question, déterminer la capacité électrique de la pile. Alors, vous l'avez vu, ça c'est l'équation à connaître par cœur. Ça, c'est donné. Ça aussi, il va falloir déterminer ceci. Or, pour déterminer ceci, j'ai besoin de déterminer le réactif limitant. Il y a deux réactifs, lésion argent et le métal nickel. Donc, on détermine le réactif limitant en calculant la quantité initiale d'argent et la quantité initiale de nickel, puis en divisant cette quantité initiale d'argent par 2 pour la comparer à celle-ci. Alors, on y va. Donc, Ni de Ag+, eh bien, ce sont des ions en solution, donc c'est la concentration initiale, il manque un petit i là, j'ai oublié, concentration initiale d'argent multipliée par le volume de cette demi-pile. J'ai toutes les valeurs, je trouve 2,5 10 puissance moins 3 mol. Et je fais maintenant quantité de matière initiale de nickel divisé par 1, puisque son coefficient ici c'est 1. Donc ici, attention, c'est un solide, donc c'est la masse initiale divisée par la masse molaire, et je trouve 0,43. Je compare ces deux valeurs, et donc ces deux grandeurs. J'en déduis que le réactif limitant ici, c'est l'argent. Ainsi, si c'est l'argent, je reviens à l'équation, la demi-équation de l'argent. Et je peux donc écrire que la quantité maximale d'électrons qui a circulé, ici, puisque j'ai le même coefficient stoichiométrique, c'est aussi égal à la quantité initiale d'argent, à savoir 5,10-3 mol. Et donc je peux calculer Qmax, puisque maintenant j'ai toutes les valeurs, et je trouve 4,8 10 puissance 2 coulombs en restant à deux chiffres significatifs. Alors, passons maintenant à la partie E sur les rappels. Convention d'orientation, tension et intensité du courant. En effet, pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand j'ai deux demi-piles, si je ne fais aucune mesure, eh bien je ne peux pas savoir laquelle des deux va constituer le pôle plus et le pôle moins de la pile. J'ai besoin soit de faire débiter la pile et je place un ampèremètre pour savoir la valeur indiquée par le courant, enfin l'ampèremètre pour le courant, ou alors un voltmètre entre les deux. Et en fonction de la valeur affichée, si elle est positive ou négative, eh bien je vais pouvoir savoir quelle est la borne plus et quelle est la borne moins. Alors tout d'abord, quelques petits rappels. Lorsque j'ai un récepteur, eh bien j'utilise la convention récepteur. Alors qu'est-ce qu'un récepteur électrique? Un récepteur électrique, c'est une lampe, un moteur, une résistance, quelque chose qui ne fabrique pas, qui ne produit pas du courant, mais qui va le recevoir pour pouvoir, pour une résistance qui va chauffer, pour une lampe s'allumer, etc. Donc la convention, c'est la tension mesurée doit avoir un certain sens, et ça doit toujours être au sens opposé au courant. C'est-à-dire que le courant ici rentre par la borne A, alors la tension, je fais une flèche qui va aller de B vers A. Et la pointe de la flèche m'indique ici la lettre, donc UAB. Je commence toujours par la valeur Lu ici, la première lettre, c'est ce qui concerne la pointe de la flèche. Donc ici, on a la tension
UAB et on doit représenter la tension aux bandes de la résistance par une flèche qui est dans le sens contraire au courant. Ça, c'est la convention récepteur. Si je respecte ça, eh bien, j'aurai bien une tension UAB qui sera positive. Donc, lorsque la flèche de la tension va dans le sens inverse du courant, j'ai des valeurs positives. Maintenant, pour un générateur. Alors, un générateur, c'est quelque chose qui va produire un courant. Donc, une pile, un générateur électrique, etc. Donc, ici, contrairement au récepteur, pour avoir une tension positive, eh bien, je dois prendre la tension qui est représentée par une flèche qui sera dans le même sens que le courant. Vous voyez ici, la tension UPN est dans le même sens que I. Pourquoi UPN? Parce que si je fais cette flèche de N vers P, le bout de la flèche ici correspond toujours à la première lettre. Donc ici, le bout de la flèche correspond à P, donc c'est bien PN. Donc UPN et I dans le même sens. Si je prends un générateur électrique, eh bien c'est exactement la même façon de raisonner. C'est-à-dire que c'est un générateur, donc la tension de la flèche doit être dans le même sens que le courant, pour avoir des choses positives. Alors au niveau des mesures maintenant, soit j'utilise donc des mesures d'intensité avec un ampèremètre. Alors dans ce cas, lorsque vous installez l'ampèremètre dans le circuit, pour pouvoir avoir une valeur positive du courant qui est lu sur l'affichage de l'ampèremètre, eh bien, il faut que le courant rentre par la borne MA et ressorte par la borne COM, ou voire MA ou A, hein, peu importe, mais le courant doit rentrer par le fil, donc relié à la borne A ou MA, et doit ressortir par la borne COM. Si vous lisez une valeur positive, ça veut dire que le courant est passé dans ce sens-là. Si vous lisez une valeur négative, alors c'est que vous avez fait une inversion de branchement et donc vous faites rentrer le courant par la borne COM. Donc le signe lu va pouvoir nous indiquer le sens du courant. Maintenant, on peut le faire aussi avec un voltmètre. Donc, par exemple, si j'ai ce courant qui rentre dans cette résistance, alors comme c'est une résistance eh bien, la tension aux bornes de cette résistance va s'écrire UAB et non pas UBA, puisque la flèche ici de la tension doit aller dans le sens inverse du courant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas, le voltmètre est placé de telle sorte que la borne V est reliée à la borne A et la borne COM est reliée à la borne B. Dans ce cas-là, je lis bien ici la tension UAB et comme je suis en convention récepteur, eh bien j'aurai une valeur positive donc affichée sur le voltmètre. De la même façon, si je place un voltmètre aux bornes de la pile qui est mis comme cela, avec la borne V au niveau ici de P qui correspond à la flèche, et bien alors je vais avoir une valeur positive ici affichée sur le voltmètre. Pourquoi? Parce que en convention générateur, ici c'est un générateur, c'est une pile, et bien la flèche de la tension est toujours dans le même sens que I. Or, on placera toujours la borne V du côté de la flèche, hein, pour que ce soit plus simple. Voilà. Et on aura donc une valeur positive si on respecte bien les conventions générateur et récepteur. Donc le signe de la tension affiché sur un voltmètre va pouvoir nous indiquer le sens du courant. Alors on va s'entraîner avec cet exercice-là. Je vous laisse mettre sur pause. N'oubliez pas, puisque vous avez une pile ici qui vous est dictée, eh bien, de la représenter. C'est la première chose à faire, que ce soit demandé ou pas. Bon, là c'est demandé, mais sinon c'est la première chose à faire. Allez, vous mettez sur pause et je vous retrouve juste après. Donc, on a une pile avec les deux couples CD2+, CD, le couple du cadmium, et Ag+, Ag, le couple de l'argent, qui va nous permettre d'actionner une petite hélice grâce à un petit moteur. Et on vous dit la tension mesurée est négative si la borne COM du voltmètre est reliée à l'électrode d'argent. Voilà, tout d'abord, on fait le schéma du montage. Donc, voici
le schéma du montage avec l'argent, la plaque d'argent qui baigne bien sûr dans cette solution d'argent. On a une première demi-pile et la deuxième demi-pile, eh bien, le cadmium métallique qui baigne dans une solution de Cd2+. Et on vous dit que l'on place un voltmètre et la borne COM du voltmètre est reliée à l'électrode d'argent comme je l'ai représenté ici, avec un affichage d'une tension négative. Alors, on vous demande d'en déduire l'équation de réaction de fonctionnement de la pile. Donc, vous avez les deux demi-piles. Est-ce que c'est CD2+ qui va donner CD ou CD qui va donner CD2+? Inversement, est-ce que c'est AG+ qui va donner AG ou est-ce que c'est AG qui va donner AG+? Eh bien, en fait, ce qui va nous permettre de répondre à cette question, c'est ceci. En effet, puisque la borne COM du voltmètre est reliée à la borne d'argent et que la tension est négative, ça veut donc dire que la borne COM n'est pas mise du côté de la borne négative comme il devrait, mais de la borne positive. Donc, on a ici la borne positive et ici la borne négative. En effet, si on avait voulu une valeur positive ici, puisque c'est une pile, eh bien, il aurait fallu placer donc la borne COM du côté du moins. Toujours, pour le voltmètre, si on veut lire une valeur positive, il faut toujours placer la borne COM du côté du moins. Donc là, ça n'a pas été le cas. C'est pour cela qu'on a une tension négative. Donc maintenant, je connais la borne plus et je connais la borne moins. Or, rappelez-vous, le courant arrive toujours à l'anode. Donc si ici c'est la borne plus, ça veut dire que le courant va sortir par la borne plus, enfin à condition que l'on y place bien sûr le petit moteur que je n'ai pas représenté ici, parce que là il n'y a pas de courant qui est débité tant qu'il n'y a pas de récepteur. Un voltmètre n'est pas un récepteur. Et donc, lorsque j'y mettrai un récepteur, par exemple à la place de ce voltmètre, le petit moteur là pour l'hélice, eh bien en fait le courant va sortir par la borne plus, traverser le petit moteur et arriver au cadmium. Donc ça veut dire que CD, c'est l'anode. Or à l'anode, il s'y produit une oxydation. Donc on a le cadmium qui est l'anode et l'argent qui est la cathode. Ainsi, comme je sais qu'à la cathode, il se passe une réduction, donc la cathode, c'est vis-à-vis de ce couple-là, ça veut dire que c'est Ag2+ qui va donner Ag. Donc je peux écrire maintenant la demi-équation, et je vais faire pareil pour l'anode. Cette fois-ci, l'anode, à l'anode se produit une oxydation. Donc le couple de l'anode, c'est le couple Cd2+ Cd, puisque c'est une oxydation, c'est Cd qui va donner Cd2+, avec ce demi-couple, cette demi-équation qui va se produire ici. Rappelez-vous, il faut qu'il y ait autant d'électrons cédés que d'électrons captés, donc je vais multiplier toute cette équation par 2 et faire l'addition membre à membre. Et donc j'obtiens cette équation de réaction de fonctionnement de la pile. Et on me demande de déterminer si le transfert d'électrons est direct ou indirect. Eh bien ici, le transfert d'électrons, puisqu'il se fait par le circuit extérieur, c'est toujours un transfert indirect. Il n'y a pas de contact direct entre les ions Ag+, et le cadmium, puisqu'on l'a séparé en deux demi-piles. Allez, vous me faites cet exercice, vous mettez sur pause et on corrige juste après. Alors, on vous demande de déterminer le sens du courant dans le circuit extérieur de la pile ci-contre. Vous vous apercevez que ici, on a donc une demi-pile et une deuxième demi-pile reliée par un pont salin, ok. Et puis, on a en série une résistance, puisque ça rentre par A, ici vous avez 1 ampère-mètre, et ça ressort par le COM, etc. Enfin, ce qui ressort, je ne sais pas, mais pour l'instant, je ne sais pas ce qui rentre et ce qui sort, mais voilà ce que j'ai. J'ai donc une pile avec en série 1 ampère-mètre et une résistance. Or, ce que je lis, c'est un affichage avec une valeur négative du courant.
Donc si la valeur affichée est négative, ça veut dire que le courant, au lieu de rentrer par la borne A, eh bien rentre par la borne COM. C'est pour ça que j'ai une valeur négative. J'en déduis ici que l'étain, c'est la borne plus et le fer, la borne moins. Je peux donc en déduire maintenant l'équation de fonctionnement, puisque si l'étain est la borne plus, eh bien le courant sort par l'étain, traverse ici l'ampère-mètre, puis la résistance, puis arrive au fer. Or, le courant arrive toujours à l'anode. Donc, l'anode est le fer. Donc, ici, le couple Fe2 plus Fe, eh bien, il va s'y produire une oxydation. Ça veut dire que forcément, le réducteur va se transformer en oxydant, puisque c'est une oxydation. Donc, je peux écrire la demi-équation qui s'y produit. Et je fais la même chose pour l'étain, qui cette fois-ci est une cathode. Il s'y produit une réduction. Ça veut dire que l'oxydant Sn2+, va se réduire en Sn. C'est pour ça que c'est une réduction. Donc, je peux écrire l'autre demi-équation. J'ai autant d'électrons de ce côté que de ce côté. Je vais donc pouvoir faire l'addition membre à membre. Et donc l'équation de fonctionnement s'écrit comme cela. Alors, justifier ensuite la stratégie de séparation des réactifs dans les deux demi-piles, eh bien c'est tout simplement pour qu'il y ait un transfert indirect des électrons, pour que les électrons passent par un circuit extérieur et donc constituent un courant électrique. Allez, on va parler des oxydants et de réducteurs usuels que vous devez connaître. L'ion hypochlorite, que l'on trouve dans l'eau de Javel, il a un fort pouvoir oxydant. Le dioxygène, là aussi, un fort pouvoir oxydant que l'on retrouve dans la respiration, dans les piles à combustible. Le dichlore, encore là aussi un oxydant que l'on trouve donc dans la production d'acide chlorhydrique. Et enfin, des réducteurs connus comme l'acide ascorbique, qui est un antioxydant utilisé dans l'alimentation, le dihydrogène que l'on retrouve dans la pile à combustible, le lithium, très utilisé, les piles au lithium, et enfin, n'importe quel métal est un réducteur, mais notamment le magnésium que l'on trouve dans certaines batteries. Mais d'une façon générale, les métaux, comme je vous l'ai dit, sont des réducteurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont perdre facilement des électrons de leur couche externe, c'est pour ça qu'on dit qu'ils se réduisent. Et notamment les métaux qui appartiennent aux deux premières colonnes du tableau périodique, qu'ils vont être de très très bons réducteurs parce qu'ils vont perdre très très facilement donc, ou deux électrons de leur couche externe pour atteindre la configuration électronique des gaz rares qui sont juste avant eux, et donc ils sont d'excellents réducteurs. Voilà, c'est terminé pour ce cours. Je sais que ce n'est pas un cours facile, mais ne vous inquiétez pas, on va bien s'entraîner en faisant des exercices en classe. N'hésitez pas non plus à écrire toutes vos questions pour pouvoir y répondre au prochain cours. À bientôt!